Connaissance, recherche, sciences, mathématiques, théorie, physique, philosophie, conférences, archéologie, nature. Je vais vous faire une présentation un peu générale et d'introduction sur tout ce qui concerne ce qui est écrit d'ailleurs là sur cette première diapositive, c'est-à-dire l'homéostasie de l'interface hôte-commensaux, furtivité ou tolérogénèse active. Je me suis aperçu ces dernières semaines en écrivant, en faisant ces diapositives, en refaisant une partie de la littérature ou de choses nécessaires pour la mise à jour, que c'était virtuellement impossible de vous faire tout ça en une seule leçon, donc j'ai décidé de couper en deux et de faire vraiment tout ce problème de tolérance des flores, qui est vraiment un problème d'actualité très très important dans nos domaines, si je puis dire, de le faire en deux parties. Et tout ce qui concerne les flores microbiennes et le métabolisme sera fait très très largement ou très très largement couvert par le séminaire de Rémi Burcelin, puisque c'est vraiment sa thématique de recherche, à savoir le rôle des flores microbiennes, de la translocation des flores microbiennes dans la résistance à l'insuline. Donc, ce qui était écrit dans le titre d'ailleurs de cette leçon de la semaine prochaine, c'est est-ce que les microbes peuvent nous rendre obèses ou diabétiques? Et vous voyez que la réponse est oui, mais à un certain nombre, bien sûr, de conditions, et Rémi vous fera ça très très bien. Aujourd'hui, donc, notre présentation habituelle sous forme de séminaire à la suite de la leçon sera faite par le professeur Jean-Pierre Hugo, qui est ici déjà, et qui vous parlera de façon très précise, parce que c'est de son domaine d'expertise, je vous le présenterai plus précisément tout à l'heure, ce qui concerne la génétique et la physiopathologie des maladies inflammatoires de l'intestin, qui sont, vous le savez aussi, un domaine d'actualité, puisque ce sont des maladies qui sont de plus en plus fréquentes, en particulier dans nos sociétés. Donc je vais essayer dans cette première partie de vous faire une espèce de mise à jour, je dirais, qui va beaucoup s'ancrer, s'appuyer sur un certain nombre de données que je vous ai données délibérément depuis le début de cette série de leçons sur les micro-organismes, sur la perception des micro-organismes, sur la manière dont l'hôte finalement gère cette information liée à la perception des micro-organismes pour la transformer en signaux soit de tolérance, de maintien, ou en signaux éventuellement de rejet lorsqu'il s'agit de micro-organismes pathogènes. Et pour ceux qui étaient là, vous vous souvenez peut-être de cette première leçon, j'avais essayé de mettre de façon un peu parallèle ce qui permettait finalement à l'hôte de différencier les microbes pathogènes des microbes commensaux et commencer à vous donner une petite idée sur ces processus finalement de discrimination moléculaire et cellulaire qui sont mis en jeu. Alors, pour débuter, peut-être de façon un tout petit peu inattendue, mais en réalité, plus on y réfléchit et plus on s'aperçoit que le terme est tout à fait adapté. On va parler un peu de ce qu'on appelle l'immunoprivilège immunologique. En fait, ça remonte à 1948, lorsque Peter Medawar, dont vous avez la photo là-haut d'ailleurs, qui est en fait un des, sinon le pionnier de la transplantation, a en fait à cette époque, dans ce début de ses travaux, vous savez qu'il a eu bien entendu le prix Nobel compte tenu des conséquences et des implications énormes qu'ont eu ces découvertes, a introduit le terme d'organe immunoprivilégié. Et ce terme d'organe immunoprivilégié, il l'avait finalement introduit pour illustrer le fait expérimental qu'il avait lui-même observé dans son laboratoire, à savoir que lorsqu'on greffait des tissus allogéniques dans certains endroits de l'organisme, ces greffons étaient tolérés de façon très prolongée et de manière bien entendu tout à fait inattendue, puisque, comme vous le savez, la règle de la transplantation, c'est que tout tissu allogénique va être rejeté. Et les endroits que lui et d'autres avaient identifiés comme étant des sites immunoprivilégiés, c'était des choses aussi diverses que l'utérus gravide, l'ovaire, le testicule, des régions de l'œil, en particulier la chambre antérieure de l'œil et du cerveau. C'est d'ailleurs utilisé expérimentalement chez la souris pour pouvoir faire tolérer des greffons et pouvoir commencer à poser des questions sur qu'est-ce qu'était la tolérance, qu'est-ce qu'était
la base des processus de rejet. Alors au début, on a cru que c'était des raisons, disons, essentiellement mécaniques, à savoir que dans ces régions dites immunoprivilégiées, ces greffons seraient probablement relativement cachés de ce qu'on commençait à percevoir, bien sûr, dans les années 60 comme étant le système immunitaire, en particulier les cellules et les molécules effectrices du système immunitaire, parce qu'il y aurait une barrière vasculaire qui gênerait l'arrivée et le recrutement des cellules du système immunitaire dans ces zones, ou bien des lymphocytes et les canaux lymphatiques seraient relativement peu présents. Enfin, tout un tas d'explications anatomiques pas toujours très convaincantes. Et c'est à partir de 1970, en particulier, que Kaplan et Strehlen ont vraiment démontré qu'un antigène placé dans la chambre antérieure de l'œil, donc une zone immunoprivilégiée comme on l'a défini, induisait une réponse immunitaire. Il était reconnu, des anticorps apparaissaient, mais ne suffisait pas de rejet. Donc l'idée là était que ce n'étaient pas des obstacles mécaniques à la reconnaissance, ce n'étaient pas des obstacles mécaniques à la mise en place de la réponse immunitaire, c'était véritablement et fort probablement un phénomène actif, c'est-à-dire que ces zones seraient, par une action tout à fait engagée par le système immunitaire, à l'époque on ne connaissait bien entendu pas les cytokines, les chimiokines, toutes ces molécules dont l'orchestration régule la réponse immunitaire. Le système immunitaire, en tout cas, délibérément induirait ce qu'on a appelé un processus de tolérance. Alors ce phénomène d'immunoprivilège, il concerne donc des organes qui bénéficient d'une protection immunitaire. Et finalement, la question, c'est moins le problème de la réponse immunitaire et de la reconnaissance que de la forme sous laquelle cette réponse immunitaire va s'effectuer. Et ce qu'on peut considérer comme immunotolérance, c'est encore une fois le fait qu'un antigène soit reconnu, mais que la réponse qui va lui être appliquée ne soit pas pathogène, et en particulier qu'elle ne soit pas d'une nature inflammatoire telle que les tissus greffés et éventuellement l'environnement du tissu greffé soit détruit. Et donc, puisqu'on va en venir une fois de plus à l'intestin, non pas tellement parce que j'ai problème obsessionnel par rapport à l'intestin, encore qu'on pourrait peut-être se poser la question, mais parce que c'est vraiment à la fois physiologiquement et expérimentalement l'organe chez les mammifères supérieurs qui est le plus concerné par la problématique de tolérance des micro-organismes commensaux. On considère donc de plus en plus que l'intestin, en particulier le côlon, du fait de cette présence massive de micro-organismes qui sont tolérés, doit rentrer finalement dans ce concept d'organe immunoprivilégié, sachant que la façon dont ce immunoprivilège se met en place n'est pas nécessairement strictement identique à celle qu'on peut considérer, par exemple, pour la chambre antérieure de l'œil ou d'autres sites ou organes dont je vous ai parlé. Et en fait, le rationnel de tout ça, probablement en termes d'évolution, puisque, comme d'habitude, encore une fois, il faut regarder les choses à la lumière de l'évolution, c'est que notre tube digestif, il est finalement mis en face de deux entités très très importantes et toutes les deux finalement vitales. L'une, c'est les aliments, donc les antigènes alimentaires, et bien entendu hors de question de développer des réactions d'intolérance aux molécules qu'on ingère. Et deuxièmement, bien entendu, le microbiote intestinal, on vient d'en parler. Alors cet immunoprivilège, si vous commencez à prendre cette notion un peu au sens large, vis-à-vis des micro-organismes, on peut l'étendre à d'autres zones du corps. L'une, par exemple, peut-être un peu inattendue pour vous, ce sont les follicules pileux. Vous savez qu'à la base des follicules pileux, qui représentent d'ailleurs la zone de régénération à la fois du follicule et puis de la peau autour, puisque les cellules souches sont situées à la fois dans cette zone et puis dans une zone tout autour ici, dans cette fosse finalement qui représente le site d'émergence du follicule. Ces zones sont complètement colonisées par des micro-organismes, en particulier par des corinébactéries, par des staphylocoques, qui sont des microbes qui produisent, je vous ai déjà largement parlé de PAMPs, c'est-à-dire ces motifs qui sont associés aux bactéries en particulier. Donc là s'effectue un processus d'immunoprivilège qui peut être rompu. Des maladies comme l'acné, par exemple, sont en grande partie sans doute, mais pas totalement,
des ruptures dans cette tolérogénèse finalement aux micro-organismes. La cavité buccale tombe dans cette même situation. On a, encore une fois, on l'a dit plusieurs fois, des flores dans la cavité buccale extrêmement riches. Il y a probablement environ 500 espèces et une densité de 10 puissance 9, 10 puissance 10 bactéries par millilitre de salive. C'est des quantités considérables qui sont en particulier des streptocoques au sens très très large de la phylogénie, de la taxonomie, et malgré cette présence massive de micro-organismes, la cavité buccale est en permanence à l'homéostasie, et les maladies, heureusement, de déséquilibre, on en a parlé la dernière fois dans la présentation sur les biofilms qui se forment à la limite entre la gencive et l'émail dentaire. Si c'est, comme d'habitude, un problème d'équilibre, si les processus tolérogènes fonctionnent correctement, ce biofilm est maintenu, mais contenu à, disons, un volume et à une distribution de micro-organismes qui est le fruit de cette homéostasie. Si les choses se déséquilibrent, si un des micro-organismes se développe plus qu'un autre, si la taille de ces biofilms est mal contenue, on va voir se développer des processus inflammatoires, destructifs, qui sont en fait pour partie des ruptures de la tolérance. La cavité vaginale, qui est finalement sur le plan microbiologique relativement simple, si je puis dire, puisque ce sont surtout des lactobacilles, on pense que le pH qui est lié à la fabrication de lactate, d'acides gras à chaîne légère par ces micro-organismes est l'essentiel de l'élément protecteur contre des surinfections de la cavité vaginale, mais cette flore-là, elle a besoin elle aussi d'être tolérée. Les mécanismes en sont très très mal connus, mais néanmoins on peut considérer qu'on est dans ce concept relativement large d'organes immunoprivilégiés. Alors, pour le tube digestif, j'en ai déjà parlé, je ne vais pas re-rentrer dans ces détails-là, simplement pour dire qu'on a cette espèce de gradient d'augmentation de concentration depuis le duodénum, où on a environ 10 puissance 2, 10 puissance 3 bactéries par millilitre de liquide, jusqu'à ces concentrations absolument phénoménales qu'on trouve dans la cavité colique, dans la lumière colique, c'est-à-dire de l'ordre de 10 puissance 12, voire 10 puissance 13 bactéries par gramme. Donc une concentration, une densité, une multiplicité d'espèces bactériennes qui est absolument phénoménale et pour lesquelles, effectivement, la notion d'organe immunoprivilégié prend immédiatement toute son importance et on peut se dire peut-être quelque part que la coévolution entre l'hôte et les microbes a créé une espèce de miracle écologique qui fait qu'au jour le jour, cette masse énorme de bactéries, en particulier ces deux catégories, les grammes positifs anaérobies qu'on appelle les firmicutes et les grammes négatifs anaérobies qu'on appelle les bactéroïdétes, sont finalement relativement bien et plutôt même tout à fait bien tolérés. La petite photo que vous voyez ici correspond, on y reviendra rapidement, à une méthode d'identification qui couple en fait l'approche moléculaire, l'hybridation et l'imagerie, et qui permet, avec finalement des sondes qui sont caractéristiques d'espèces ou de genres ou de phyla différents, de montrer par ces diverses couleurs justement la variété des micro-organismes qui composent ce type de flore, mais on parle là pas de 4 ou 5 qu'on voit en vert, jaune, bleu ou rouge, mais de l'ordre de 500 à 1000 espèces, voire plus, dépendant un petit peu maintenant où on met la barre, parce que c'est vrai que la définition d'une espèce bactérienne qui s'était affirmée au cours des années 60-70 avec les méthodes moléculaires et l'hybridation avait permis d'arriver à une espèce de consensus. Mais là, les données que nous apporte la génomique, par exemple, et le reséquençage des génomes de ce qu'on considérait comme être la même espèce montrent parfois de telles différences qu'on finit par se reposer la question de qu'est-ce que c'est qu'une espèce bactérienne. Et ça explique que ces variations, finalement, du simple à 10 fois plus dans l'interprétation du nombre d'espèces, ça dépend un petit peu où on met encore une fois cette barre d'espèces. Donc on est en présence, en tout cas, en particulier dans le côlon, d'une flore très dense, très diverse, et qui, bien entendu, on l'imagine, met sur cet organe une pression. On ne peut pas imaginer une seconde que ce soit quelque chose de neutre et de non reconnu.
Alors, je vous redis sous une autre forme ce que je vous ai dit précédemment. La flore à l'homéostasie du côlon, elle est très largement composée de ces deux énormes groupes de bactéries anaérobies, dont certaines sont vraiment des anaérobies strictes, extrêmement sensibles à l'oxygène. Dès qu'elles voient l'oxygène, elles meurent en fait. Et 90% malheureusement de ces micro-organismes ne sont pas cultivables. Donc on est là dans cette identification moléculaire dont je vous ai parlé plusieurs fois. La séquence des génomes apporte de temps à autre des informations sur les voies métaboliques manquantes et fait des propositions éventuellement sur la possibilité in vitro d'apporter des compléments à ces micro-organismes pour leur permettre de pousser, mais ça reste quand même des aventures extrêmement complexes et l'essentiel de l'identification telle qu'elle est montrée ici correspond en fait à des identifications strictement moléculaires par hybridation avec des sondes larges ou des sondes très spécifiques qui portent le plus souvent sur les gènes qui codent ce qu'on appelle l'ARN CES, c'est-à-dire un des éléments du ribosome de la bactérie. Alors ce qui est très intéressant, et peut-être sûrement le professeur Jean-Pierre Hugo vous en parlera, c'est que dès qu'un phénomène anormal se met en place, ici une maladie inflammatoire de l'intestin, par exemple la maladie de Crohn, cet équilibre de flore intestinale bascule complètement. Vous voyez simplement par le code couleur ici que ce qui est en mauve, qui correspond à ces grammes négatifs, les bactéroïdétes quasiment disparaît, se rétracte de façon très très importante. Ce qui est en vert, ici, les firmicutes, les grammes positifs, diminuent en quantité, parfois plus d'ailleurs, et puis apparaissent des populations bactériennes qu'habituellement on trouve de façon extrêmement minoritaire, les protéobactéries, en particulier les entérobactéries comme les colibacilles ou les pseudomonas, on a déjà parlé plus ou moins de ces genres ou espèces bactériennes, viennent prendre une place importante. Et on est là clairement dans une situation où la flore commensale classique, conventionnelle, est extrêmement altérée, parfois même disparaît totalement, surtout si en plus viennent s'ajouter des antibiotiques et des choses qui la perturbent de façon supplémentaire, probablement en grande partie par la réaction inflammatoire des tissus qui va induire et injecter dans la lumière intestinale des radicaux superoxydes, du NO, des médiateurs en fait, qui ont un pouvoir bactéricide extrêmement puissant, et finalement sélectionner des populations bactériennes plus résilientes, plus résistantes à l'ensemble de ces mécanismes de défense, et qui par définition vont probablement être plus agressives que ne l'étaient les micro-organismes qui avaient été ou qui sont sélectionnés chez chacun d'entre nous. Encore une fois, on est le fruit d'une très très longue évolution. Donc des situations d'équilibre et des situations de déséquilibre qui probablement entraînent un peu des phénomènes de boule de neige. Alors si on compare ce type de flore, en particulier celle-ci, à l'équilibre chez l'individu en bonne santé, aux flores du sol, par exemple, on voit qu'il y a un filtrage évident et qu'on ne porte pas en nous, en tout cas de façon significative, l'ensemble des phyla bactériens qui existent sur la planète. On a échantillonné au milieu de tout ça un certain nombre d'espèces bactériennes, probablement encore une fois pour des raisons d'homéostasie, mais aussi probablement pour des raisons, on y reviendra quand on parlera de métabolisme, de leur fonction supplémentaire, en particulier dans la digestion des polyosides végétaux. Alors, où est-ce qu'elle se met en place et quels sont finalement du côté de l'hôte les cibles, si l'on peut dire, ou en tout cas les éléments d'interface avec cette flore microbienne. Alors on a bien entendu l'intestin grêle, on en a déjà souvent parlé, avec les villosités intestinales, l'épithélium. Alors cet intestin, bien entendu, ces évaginations, un peu comme des doigts de gants multiples, correspondent à la nécessité d'élargir considérablement par rapport à la surface de base de l'intestin, la surface de réabsorption d'eau, d'électrolytes, et puis bien entendu la surface de digestion et d'absorption des nutriments. Et à la base, bien entendu, annexée à ces villosités, cette zone qu'on appelle la crypte, qui a deux fonctions principales. La première, c'est d'héberger les cellules souches intestinales, qui sont probablement localisées quelque part ici
en position qu'on appelle plus 4, ou éventuellement, pour certaines d'entre elles, localisées entre ces cellules de Paneth, c'est-à-dire ces cellules granuleuses. Donc c'est de là que va repartir en permanence la différenciation dans les différentes lignées qui vont constituer l'épithélium intestinal et permettre la restitution permanente de l'épithélium, en particulier s'il y a des altérations ou des lésions. Et puis donc on a ces cellules de Paneth ici qui sont des cellules pures et simples, probablement de défense antimicrobienne, qui vont produire au sein de ces granules et les libérer des molécules comme du lysozyme, qui est une enzyme qui dégrade la surface de la paroi des bactéries, en particulier les bactéries à gram positif. Vous vous souvenez que c'est le peptidoglycane qui les entoure. Des molécules comme les peptides antimicrobiens, on en redira un mot, des phospholipases, des protéases, enfin tout un cocktail assez détonnant qui fait que dès qu'un micro-organisme s'aventure ou des micro-organismes s'aventurent dans cette crypte, on est probablement en présence d'un phénomène un peu de sanctuarisation qui fait qu'ils sont tués très très rapidement et qu'en réalité, en particulier dans l'intestin grêle, on en a fait encore l'expérience récemment, soit par des colorations standards, soit par ce qu'on fait, c'est qu'on prend cette zone et puis on la microdissèque avec un système de laser. On met le prélèvement sur une matrice, on lise pour préparer des acides nucléiques et on amplifie, on séquence et on s'aperçoit en fait qu'il n'y a pas grand-chose dans ces cryptes de l'intestin grêle, probablement effectivement parce que tout ça, les bactéries sont tuées et le matériel, en fait, en particulier l'ADN, évacué par le mucus dont on reparlera. Donc ce sont vraiment des zones qui sont, si vous voulez, privilégiées, là, non pas sur le mode de l'immunoprivilège, mais sur le mode de, bien qu'étant en prise directe avec la lumière extérieure, avec le milieu extérieur, avec le monde microbien, qui sont largement dénués de micro-organismes. Alors dans le côlon, on est dans une situation différente, et c'est lui finalement, encore une fois, qui fait face à la plus grosse quantité de micro-organismes, dans la mesure où là, on n'a plus ces villosités, puisque la fonction du côlon n'est pas une fonction digestive, c'est une fonction finalement de réabsorption finale de l'eau et des électrolytes. Donc on est en présence d'un organe qui finalement en surface est relativement plat, mais qui est marqué par la formation de ces cryptes, qui ressemblent, alors ça avait été appelé initialement glandes de Lieberkühn, parce que si on les coupe un peu transversalement ou tangentiellement, on a l'impression que ce sont des glandes, alors qu'en fait, on est là en présence d'une lumière qui va s'ouvrir dans la lumière colique elle-même. Et vous voyez que quasiment une cellule sur deux, on y reviendra, dans ce côlon, sont des cellules qui ont l'air vides. En fait, ce sont des cellules qui fabriquent et qui libèrent du mucus. Et ces cryptes coliques en fait, sont remplies de mucus qui assurent, on y reviendra en particulier, un rôle de protection antimicrobien, un rôle d'exclusion en fait, des micro-organismes, mais on rentrera un tout petit peu plus dans les détails parce que le mucus fait probablement partie de façon beaucoup plus importante et plus aiguë qu'on ne le pensait de l'ensemble de ce dispositif d'interface avec les micro-organismes. Alors il y a des endroits un peu particuliers qui, quelque part, peut-être rompent un petit peu le concept d'immunoprivilège dans l'intestin. Ce sont des zones qu'on appelle des follicules lymphoïdes et qui vont souvent, en particulier chez l'homme, dans la partie terminale de l'intestin grêle qu'on appelle l'iléon, s'organiser, s'agglutiner en disons des groupes de follicules lymphoïdes qui ont été décrits il y a pas mal d'années par un anatomiste suisse qui s'appelle Peyer et qui donc a appelé ces structures plaques de Peyer, car vous voyez qu'ici sur une coupe ouverte d'iléon humain, on n'est pas en présence d'une zone très lisse, mais on voit des espèces de structures folliculaires. Et en fait, chacune de ces structures folliculaires correspond à un agrégat de quelques 2, 3, 5, 10 follicules lymphoïdes qui sont donc organisés comme des structures lymphoïdes appendues au tube digestif et en veille finalement pour aller en permanence, j'emploie le mot échantillonner, c'est malheureusement un anglicisme mais ça dit bien ce que ça veut dire, c'est-à-dire aller capturer en permanence des micro-organismes à l'extérieur, dans la lumière intestinale, des antigènes aussi d'ailleurs, et les amener au système lymphoïde propre à la mise en place de la réponse immunitaire muqueuse. Alors, comment est-ce que c'est
translocations microbiennes se font? C'est parce que vous voyez le follicule lymphoïde ici qui est en fait enchâssé dans la muqueuse intestinale. Ici, on a la musculeuse, hein, qui est le muscle intestinal. Vous voyez qu'ici, on est encore dans l'intestin grêle, puisqu'on est à la fin, à l'iléon, donc vous avez des villosités. Et vous voyez que dans cette zone ici, les villosités sont relativement exclues, mais on est en présence ce qu'on appelle un épithélium folliculaire, très régulier, avec une zone en dessous de cet épithélium folliculaire qu'on appelle généralement le dôme. Et donc cet épithélium folliculaire, il est formé de cellules intestinales épithéliales classiques, et puis à une fréquence ça dépend un petit peu des espèces animales, chez l'homme c'est de l'ordre de 10%, de ce qu'on appelle des cellules M, qui sont des cellules tout à fait intéressantes en termes d'ontogénie. D'ailleurs, on ne sait pas très bien, ce sont des cellules qui sont délibérément mises en place comme ça par le développement intestinal, ou si ce ne serait pas plutôt des cellules épithéliales classiques qui se dédifférencient en présence en particulier de micro-organismes. Les données de la littérature ne sont pas encore très claires là-dessus. Mais fonctionnellement, ces cellules sont très intéressantes parce que donc elles sont, encore une fois, une cellule sur 10 dans cet épithélium folliculaire correspond à ça. Elles n'ont pas, on va y revenir en 2 mots, de glycocalyx à leur surface, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas ces espèces d'efflorescences très chevelues qui maintiennent les micro-organismes un peu à distance, ou les antigènes à distance. Elles sont très très fines, car en fait, elles sont impactées ici, ça fait une espèce de poche, par des cellules du système immunitaire, et en particulier des cellules présentatrices d'antigènes, des macrophages, des cellules dendritiques, des lymphocytes B éventuellement, ce qui met dans ces zones finalement relativement limitées en surface, ça représente environ 1/10 millième de la surface totale de l'intestin, mais sur ce 10 millième de la surface totale de l'intestin se passe un flux permanent de micro-organismes ou d'antigènes qui sont échantillonnés, car ces cellules sont très phagocytaires, n'ont pas de bordure en brosse, n'ont donc pas de glycocalyx et n'ont que quelques microns finalement d'épaisseur, ce qui permet aux micro-organismes de transloquer de façon très, très efficace et d'être pris en compte par le système immunitaire. Donc c'est ce type de capture qui a été mis en place dans l'évolution et qui rend ces cellules M très, très intéressantes et qui les rend bien entendu clés dans notre processus d'interaction permanente et de reconnaissance de la flore intestinale. Alors il y en a aussi dans le côlon. Sur chaque centimètre carré de côlon, on a environ 4 à 6 de ces follicules lymphoïdes qui sont en général, pas toujours de façon aussi nette que dans l'iléon, recouverts par un épithélium folliculaire avec quelques cellules M. Donc l'échantillonnage est aussi possible, même si on a l'impression que dans la spéciation des mammifères supérieurs, la fonction s'est un petit peu regroupée, concentrée dans la partie terminale de l'iléon pour des raisons qui ne sont absolument pas comprises à l'heure actuelle. Alors, donc ça c'était pour vous montrer un petit peu les 2 partenaires, la flore, un certain nombre déjà de notions sur les modifications, les déséquilibres de cette flore, vous présenter un peu l'anatomie et l'histologie, la cytologie de l'hôte en face, c'est-à-dire de la paroi ou de la muqueuse intestinale. Revenons un peu à la flore, et on en a déjà dit quelques mots. Quels sont, si on essaye de résumer un petit peu, et ce sera un peu la grille de lecture de cette présentation et de la prochaine présentation, quelles sont finalement les grandes fonctions de cette flore intestinale? Et lorsque vous avez en tête les grandes fonctions de cette flore intestinale, vous pouvez commencer éventuellement à éprouver ces notions sur les autres sites immunoprivilégiés dont je vous ai parlé, la bouche, les follicules pileux et ainsi de suite. Une fonction majeure de la flore commensale colique en particulier, puisque c'est la plus dense, la plus nombreuse, donc c'est la plus efficace sur le plan métabolique. Je vous avais déjà dit peut-être au début que la fonction métabolique globale de la flore colique, avec les chiffres de 10 puissance 14 que je vous ai donné bactéries, c'est à peu près l'équivalent de l'activité métabolique d'un foie. Donc ça fait un organe supplémentaire métaboliquement actif du volume du foie qu'on oublie encore une fois en réfléchissant finalement sur le métabolisme chez l'homme. Et pourtant, ces micro-organismes, bon, bien sûr, ne font pas peut-être des choses aussi nobles que de fabriquer de l'insuline ou des neuromédiateurs ou je ne sais quoi, mais ils ont quand même des activités
et ils le font bien, en tout cas s'ils sont à l'équilibre. La première activité, c'est une activité d'hydrolyse et de fermentation. C'est-à-dire qu'ils sont capables de prendre en charge des polyosides, c'est-à-dire des polysaccharides complexes, des chaînes très très longues de sucre, éventuellement branchées, qui peuvent être soit d'origine humaine, endogène, en particulier donc, des stocks de sucre complexes qui sont éventuellement sécrétés dans l'intestin, qui vont être hydrolysés, ou bien entendu des polyosides végétaux, hein. Tout ce qu'on peut emmagasiner au jour le jour en termes de végétaux représente des polyosides parfois extrêmement complexes, et pour beaucoup d'entre eux, nous ne disposons pas nous-mêmes des enzymes nécessaires à cette dégradation. Donc ces bactéries vont nous aider finalement à hydrolyser, à couper, à simplifier ces sucres complexes, bien entendu à les fermenter et à les transformer en nutriments. D'où une introduction rapide à ce que vous racontera ou dira Rémi Bursalin la semaine prochaine, cette notion éventuellement d'obésité, c'est-à-dire que lorsqu'on mange des diètes, une alimentation déséquilibrée, trop riche en hydrates de carbone par exemple, la flore microbienne va s'adapter, parce qu'en fait c'est elle la première presque à avoir ce type d'aliments, va métaboliser beaucoup plus ces substrats qui lui sont fournis et de facto va nous produire et nous donner des nutriments en quantité supplémentaire. Donc il y a quelque chose de tout à fait important qui commence à émerger dans la notion de ces déséquilibres de flore et de fonctions métaboliques un petit peu aberrantes. Alors une deuxième fonction qui est vitale en fait si on y réfléchit 5 minutes, qui a beaucoup à voir d'ailleurs avec ce que je viens de dire précédemment, c'est l'hydrolyse du mucus endogène. On va en reparler. Les mucines, qui sont des protéines très très lourdement glycosylées, qui sont produites en particulier par ces cellules caliciformes, je vous ai montré sur les coupes histologiques, ces mucines sont produites en permanence, sécrétées dans la lumière intestinale, et nous n'avons que très peu d'enzymes qui sont capables efficacement de dégrader, d'hydrolyser, en particulier les motifs polyosidiques de ces mucines. Donc finalement, les bactéries nous aident à nous en débarrasser, et si elles ne le faisaient pas, on serait finalement peu à peu submergé par ces glycoprotéines et probablement très mal en point. Et on commence à identifier dans cette quête maintenant de trouver des micro-organismes, je parlais déjà de métagénomes, hein, mais de micro-organismes avec des fonctions spécifiques dans ces interactions. Le groupe de Willem de Vos en Hollande, il y a quelques années maintenant, a mis en évidence une espèce bactérienne qui s'appelle Akkermansia mucinifila, hein, le nom dit bien ce qu'il veut dire, dont le génome est en fait bourré, si je puis dire, de gènes qui codent pour des enzymes qui sont des hydrolases en fait, des sucres ou des protéases qui vont dégrader ces mucines. Donc une espèce finalement de sélection au sein de notre flore de micro-organismes qui vont avoir un vrai rôle clairement établi dans cette finalement mutualisme dont on a déjà parlé, ou au moins cette symbiose. Synthèse de vitamines, vitamine K, la vitamine H, l'acide folique, tout ça en tant qu'individu eucaryote multicellulaire supérieur, on est incapable d'y procéder nous-mêmes. Ce sont les bactéries, probablement de façon insuffisante, mais tout de même, qui vont nous fournir ces vitamines. La production d'acides gras à chaîne légère, on a parlé tout à l'heure des lactobacilles, production de lactate, d'acétate et de butyrate. Ces acides gras à chaîne légère, donc avec qu'on appelle monocarboxylés, sont, pour le butyrate par exemple, environ 50% des sources énergétiques donc de carbone consommées par les cellules de l'épithélium colique sont du butyrate. C'est-à-dire qu'en fait, les bactéries nous fournissent 50% de l'énergie nécessaire, pour simplifier un peu, au fonctionnement du côlon. Donc vous voyez des choses qui quand même vont au-delà de simplement une espèce de niveau d'interaction relativement banal qu'on peut voir dans beaucoup de systèmes. On est là vraiment dans de l'interaction symbiotique dans la définition que je vous avais donnée lors d'un des premiers cours. Et puis, ça vient peu à peu
le fait de réaliser que ces micro-organismes ont aussi une fonction dans la destruction chimique, ou biochimique en tout cas, d'un certain nombre de composants toxiques, en particulier ce qu'on appelle les xénobiotiques, qu'ils soient alimentaires ou plus généralement environnementaux. Donc ça, c'est quelque chose qui émerge maintenant très clairement, qui était déjà connu, mais qui prend véritablement du corps grâce à, en particulier, la progression des méthodes, encore une fois, de séquences en masse des génomes microbiens, l'analyse de ces séquences et la réalisation de la présence au sein de ces séquences de gènes, d'opérons qui codent pour des fonctions extrêmement complexes, probablement pour beaucoup d'entre elles des fonctions enzymatiques nécessaires à cet équilibre symbiotique. Donc c'est un domaine qui a vraiment beaucoup progressé ces dernières années. Certaines des notions, et Rémi vous en reparlera, de fonctions métaboliques, l'obésité, le diabète, nécessitent encore d'être établies de façon très claire, mais néanmoins, il y a là des éléments qui sont tout à fait passionnants dans notre interaction. Alors le deuxième élément, ou deuxième fonction majeure de ces micro-organismes, de la flore en particulier intestinale, mais ça peut se mettre à l'aune aussi de la flore buccale, ou j'en ai déjà parlé de la flore vaginale, par exemple pour les lactobacilles, c'est ce qu'on appelle depuis très longtemps l'effet de barrière contre les micro-organismes allogènes, d'autres commensaux qui voudraient s'introduire, voire bien entendu les micro-organismes pathogènes. Alors, comment se met en place cet effet de barrière? Ça se décline bien entendu en termes moléculaires et cellulaires. Beaucoup des micro-organismes de notre flore occupent déjà la niche, bien entendu, par définition, et occupent en particulier des récepteurs, que ce soit à la surface des cellules, plus probablement beaucoup à la surface du mucus ou des micro-environnements à différents étages dont je vous ai parlé. Et puis beaucoup de ces micro-organismes, pas tous probablement, et je vais y revenir rapidement, mais on est de plus en plus maintenant dans une logique d'association un peu sociétale, si vous voulez, de ces diverses espèces microbiennes, certaines ayant plutôt telle fonction, d'autres ayant plutôt d'autres fonctions. Beaucoup d'entre elles produisent des molécules bactéricides, ce qu'on appelle des bactériocines, par exemple, qui sont des protéines comme des phages qui vont faire des trous dans les membranes bactériennes et les éliminer, mais aussi des propriétés strictement biochimiques, comme de l'acide lactique, par exemple. Bon, beaucoup de bactéries n'aiment pas les pH acides et elles vont donc disparaître très rapidement en présence d'un micro-organisme qui produit ce type de substance. Et puis, bien entendu, quelque chose qui est très mal connu à l'heure actuelle, relativement mal perçu, c'est le rôle des bactériophages, donc des virus des bactéries, dans la régulation de l'ensemble de cet équilibre. Si on a 10 puissance 14 bactéries dans notre intestin, on a probablement quelque chose comme 10 puissance 15 ou 10 puissance 16 bactériophages, donc 100 fois plus. Et il est difficile d'imaginer, quand on sait ce qu'on sait des bactériophages, qu'il n'ait pas un rôle relativement important dans toute cette régulation de flore. Il y a un travail de François Tadei il y a quelques années qui a été publié dans Science qui avait montré que lorsqu'on mettait dans l'intestin d'une souris, lorsqu'on inoculait une souris initialement axénique, c'est-à-dire sans flore intestinale, avec un colibacille d'un côté et on ajoutait en quantité égale le même colibacille qui hébergeait un bactériophage, celui qui héberge le bactériophage prend immédiatement le dessus sur l'autre et assure l'ensemble de la colonisation. Donc il y a dans cette présence, dans l'existence de bactériophages, un rôle probablement important, en particulier dans l'occupation d'une niche en compétition avec d'autres micro-organismes. Et puis le dernier élément qui est sans doute le plus en prise avec le thème de ces présentations, c'est vraiment l'homéostasie de la barrière épithéliale intestinale, le rôle des micro-organismes dans ce qu'on appelle le renouvellement ou maintenant la restitution de l'épithélium, la sinulisation tolérogène, telle qu'on va en parler, le renforcement de la barrière épithéliale et le développement et bien sûr le maintien du système immunitaire muqueux. Et vous aviez eu à ce sujet-là, lors de la première session, la première lecture, une présentation par Gérard Eberle d'Institut Pasteur qui vous avait montré les détails tels qu'on les connaît à l'heure actuelle de cette interaction entre la flore intestinale et la mise en place de ces organes lymphoïdes, en particulier des organes lymphoïdes tertiaires.
Alors, l'effet de barrière, il était anticipé, il avait été plus ou moins démontré, il a été vraiment confirmé dans des modèles expérimentaux ces dernières années. J'ai pris ici un seul exemple, si vous voulez, qui concerne Salmonella typhimurium, qui est en fait chez la souris un peu, si vous voulez, le modèle de la fièvre typhoïde chez l'homme. Et donc vous voyez la différence, ce n'est pas la peine de regarder l'ensemble des images, vous regardez simplement ici, par rapport aux images que je vous ai montrées tout à l'heure, vous avez un sécom qui est chez cette souris relativement normal, c'est-à-dire la hauteur, la largeur des villosités est relativement standard. Et puis vous avez ici, donc, cet animal a été infecté par cette souche de Salmonella typhimurium. Il y a un petit peu d'inflammation, mais pas grand-chose. Par contre, vous faites la même expérience d'inoculation avec cette salmonelle, mais en ayant pré-traité dans les jours qui précèdent, généralement une semaine avant, on met ça dans l'eau de boisson, un antibiotique qui est la streptomycine, qui va finalement détruire une grosse partie de cette flore commensale de la souris, qui est largement composée pour les grandes familles Firmicutes et Bacteroidetes comme la flore humaine. Et ce que vous voyez cette fois-ci chez ces animaux, c'est que les dégâts, les lésions causées par cette souche de Salmonella typhimurium sont beaucoup plus intenses. Si vous comparez là-haut le sécom à site anatomique égal, vous voyez que vous perdez quasiment la structure de ces villosités et que vous avez un infiltrat inflammatoire et une destruction de l'épithélium de surface, plus d'ailleurs un œdème ici entre ce qu'on appelle la sous-muqueuse, c'est-à-dire entre la musculeuse et la lamina propria, qui est très très important. Donc le simple fait d'avoir une flore commensale établie, conventionnelle, protège relativement contre un pathogène comme Salmonella typhimurium, qui est un pathogène classique chez la souris. Par contre, si vous éliminez initialement la flore endogène commensale avec un antibiotique et dans les mêmes conditions, à la même dose, donner la souche de salmonelle, vous voyez que vous avez là une destruction intestinale massive. Donc, l'exemple finalement expérimental du rôle de ces flores de barrière. Alors, comment ça marche? Comment s'exprime finalement cet effet de barrière? Et qu'est-ce que peuvent faire les pathogènes? Car ça devient un thème vraiment très, très important jusqu'à présent. Comme l'étude de la pathogénicité s'était beaucoup fondée sur des modèles in vitro, on avait un petit peu tendance à oublier des tas de composantes finalement autres que l'interaction entre le microbe et la cellule. On s'aperçoit de plus en plus que dans la stratégie de colonisation d'une niche, dans l'intestin, mais aussi ailleurs à partir du moment où il existe une flore préexistante commensale, une partie de la stratégie du micro-organisme va être de se débarrasser de la flore commensale de manière à pouvoir occuper cette niche et progresser dans son mécanisme de pathogénicité. Donc, que ce soit dans ce contexte d'infection intestinale, par exemple, mais tout autant dans des contextes d'infection cutanée, buccale ou autre, là où il y a une flore commensale, on est plus en plus dans une logique de, un peu, je vais un peu résumer ça dans une revue l'année dernière, ou il y a 2 ans maintenant, 2008, on avait appelé ça le ménage à 3, c'est-à-dire qu'on ne voit plus simplement le micro-organisme pathogène en interface avec l'autre, mais on voit le micro-organisme pathogène interagissant avec la flore commensale, se débarrassant de la flore commensale, colonisant l'autre et assurant le développement de son processus de pathogénicité. Donc c'est une nouvelle façon de voir les processus infectieux qui nécessite véritablement d'être prise en compte. Et la façon finalement dont ces pathogènes se débarrassent de la flore commensale, elle est extrêmement efficace dans la mesure où eux-mêmes peuvent produire ces facteurs dont je vous ai parlé, les colicines, des molécules bactéricides, mais où en fait ils peuvent utiliser le début de réactions inflammatoires qu'en tant que pathogènes ils induisent au niveau de la muqueuse intestinale pour que cette réaction inflammatoire diminue considérablement la flore commensale et fasse finalement rompre cette flore de barrière, l'effet de barrière de cette flore et permettre aux micro-organismes de s'installer. Donc on a des choses maintenant beaucoup plus subtiles que la simple interaction microbe-cellule ou microbe-épithélium comme on l'imaginait avant.
Alors cette diapositive, elle est un petit peu chargée, mais je vous explique simplement 2-3 notions qui vont tout à fait avec ce que je viens de vous raconter. Si vous prenez la flore microbienne intestinale d'une souris, par exemple, vous avez encore une fois en jaune les Bacteroides et en vert ici les Firmicutes. Malheureusement, les codes de couleur changent régulièrement, je suis désolé. Et puis finalement, quelques autres phyla, en particulier, on l'a dit tout à l'heure, des protéobactéries. C'est ce qui est par exemple en rouge, c'est-à-dire une toute petite partie du croissant. Si vous traitez ces animaux par un antibiotique comme la streptomycine, vous allez voir très rapidement l'ensemble de cette flore se modifier et apparaître des micro-organismes, pour l'essentiel, que vous allez sélectionner comme étant résistants, soit réellement, soit de façon fonctionnelle pour une raison ou pour une autre, à l'antibiotique streptomycine. Et vous voyez finalement un changement considérable de la population microbienne. En particulier, tout ce qui est jaune, là, les Bacteroidetes disparaît, et tout ce qui est rouge, qui sont les protéobactéries, en tout cas en particulier d'entérobactéries, apparaît. Mais vous voyez ici quelque chose qui est tout à fait étonnant, qui est ce qu'on appelle le phénomène de résilience. C'est que dès que vous arrêtez d'administrer l'antibiotique à l'individu, ça a été fait chez l'homme d'ailleurs tout autant, mais là on est chez la souris, vous voyez qu'en l'espace de 4 ou 5 jours, une semaine, on revient au statu quo ante, c'est-à-dire que la population microbienne se reconstitue quasiment à l'identique. Donc ça, c'est un phénomène qui est vraiment tout à fait étonnant. Là, on est dans une situation différente, c'est-à-dire qu'on est dans une situation d'infection par Salmonella typhimurium. Donc on a là la flore telle qu'elle est composée initialement, et vous inoculez cet animal avec cette souche de Salmonella typhimurium. Avec antibiotiques, ce serait encore plus rapide et plus spectaculaire si on avait pré-traité par la streptomycine, mais sans même streptomycine, vous voyez que cette entérobactérie pathogène, Salmonella typhimurium, va complètement à la fois changer les équilibres ou les grands équilibres de ces populations microbiennes. Les jaunes, là, les bactéroïdes disparaissent totalement, les firmicutes sont réduits à une simple portion. Les rouges, par exemple, ici, les protéobactéries, les entérobactéries augmentent considérablement, mais tout le reste de cette tarte ici, c'est-à-dire les 3/4, sont des isolats, des souches de Salmonella typhimurium. C'est-à-dire qu'on est vraiment en présence d'un phénomène de destruction de la flore commensale et d'occupation complète ou presque complète du territoire par ce pathogène. Et ça, c'est vraiment lié à cette action de ménage à trois dont je vous ai parlé, avec finalement peu à peu une espèce de rationalisation sur la notion de santé, où c'est le microbiote résident qui garde la situation en main et l'effet de barrière qui va s'effectuer. Et puis malheureusement, de temps à autre, une rupture, le microbiote résident souffre, diminue en quantité et l'ensemble est finalement remplacé par ce micro-organisme pathogène, serait valable dans d'autres systèmes. Donc ça, c'est une notion que je voulais introduire parce qu'elle est importante dans notre vision maintenant de ces interactions. Alors l'autre notion qui est importante aussi, et à force de le dire, je pense que c'est des choses qui maintenant vous sont familières, c'est en fait, encore une fois, et c'est finalement la notion d'immunoprivilège stricto sensu, c'est-à-dire que ces microbes ne sont pas ignorés, ils sont vus, sentis par l'organisme, en particulier par l'épithélium lui-même, qui est en première ligne, donc qui, dans l'évolution, a développé des mécanismes de perception. Mais donc cet épithélium, en association avec d'autres cellules, en particulier les cellules dendritiques, les cellules présentatrices d'antigènes plus généralement, puis les lymphocytes, va mettre en place tout un système de perception des microbes, d'interprétation de ces informations, de filtrage de ces informations, qui va permettre encore une fois d'aboutir à des signaux qui vont soit signifier l'absence de danger, donc vont orienter vers un processus global qu'on peut appeler tolérance, ou percevoir ces signaux de danger et faire basculer l'ensemble du système vers une réponse, disons, inflammatoire, qui va assurer l'éradication du micro-organisme pathogène. Donc on est dans une espèce de situation permanente de veille armée permettant de réagir le moment venu. Alors maintenant que vous avez un petit peu en tête l'anatomie et l'histologie du tube digestif,
c'est un tout petit peu plus facile, si je puis dire, de vous expliquer comment se fait cette interface, cette information finalement de l'eau en permanence par rapport à ces flores microbiennes. C'est-à-dire qu'en gros, on a deux grands systèmes. On a un système, je simplifie un peu parce que les données ne sont pas encore tout à fait aussi, disons, clairement établies sur la différence ou la compartimentalisation, mais dans un premier temps, c'est quand même plus simple. On a un système qui est vraiment dédié, ici, on en reparlera la semaine prochaine quand je vous parlerai d'IgA, à la reconnaissance immunitaire des antigènes, des micro-organismes qui sont dans l'intestin, à la surface, qui vont être capturés par ces cellules M et présentés dans un système totalement typique d'une réponse immunitaire par les cellules présentatrices d'antigènes, la production au sein des follicules de cellules B spécifiques avec un soutien par les cellules T, tout est là comme dans un ganglion standard, et en fait c'est un ganglion standard. Donc là on a vraiment un système qui est le système typique d'échantillonnage de micro-organismes et de mise en route de la réponse immunitaire au niveau de ces plaques de Peyer. Mais ce qu'on reconnaît de plus en plus, c'est qu'il existe des systèmes adjacents, en particulier ici au niveau des villosités, qui vont permettre en permanence d'aller sonder les micro-organismes qui sont dans la lumière, en particulier ces fameuses cellules dendritiques qui sont capables d'émettre des pseudopodes et d'aller capturer un microbe dans l'extérieur. On peut imaginer que si ça se fait de façon très très régulière, ça va permettre d'échantillonner au bout d'un certain temps une quantité considérable des micro-organismes qui sont là, de rétracter ces pseudopodes et d'engager, en fonction du danger qu'il représente, un micro-organisme pathogène va induire une réponse au niveau de cette cellule dendritique de type danger, donc pro-inflammatoire. Un micro-organisme non commensal ne va pas être perçu comme dangereux, et quoi qu'il arrive, on va se retrouver avec un système qui va permettre de jauger le niveau de danger représenté par ces microbes et d'ajuster en fonction de ce niveau de danger une réponse qui va être pour l'essentiel, bien entendu, au jour le jour, comme on n'est pas permanent sollicité par des pathogènes, une réponse de type tolérogène. Et ces systèmes vont probablement aussi assurer la migration de cellules vers la périphérie et la réponse, disons, immunitaire au niveau systémique. Donc on est vraiment dans un système complexe dont ce qu'on appelle les crosstalk, le dialogue entre les deux compartiments est bien entendu très très important. Tout ça, c'est une recherche qui est en cours à l'heure actuelle. Alors, comment se fait la perception du danger? Je n'y reviens pas, je pense qu'on en a beaucoup parlé. C'est essentiellement par les cellules engagées, ça se fait via ces fameux toll-like récepteurs pour ce qui est des antigènes à l'extérieur de la cellule. Et puis, bien entendu, un certain nombre de récepteurs intracellulaires. On a déjà parlé des récepteurs NOD qui perçoivent le peptidoglycane, donc qui jouent un rôle probablement dans la perception de ce danger. À partir du moment où le peptidoglycane dans les cellules, ce n'est pas une bonne chose, si on peut résumer les choses un petit peu simplement. Donc on est là dans un mode de veille permanente, d'appréciation du danger, et en fonction de l'appréciation de ce danger, d'une réponse de type pathogène, inflammatoire, destructrice pour les micro-organismes, ou en l'absence de perception de danger, d'une réponse de type tolérogène, et donc l'homéostasie et le retour à tous les éléments qu'on a essayé de décrire jusqu'à présent. Donc ce microbiote bactérien, pour l'essentiel, via ces pumps dont on a déjà beaucoup parlé, par l'intermédiaire de ces récepteurs à ces pumps, vont donner lieu à deux grands bras, finalement, en termes d'effecteurs. D'abord, la maturation du système immunitaire, on en a déjà parlé, à la fois muqueux mais aussi systémique, et puis, bien entendu, cette induction de tolérance qui va permettre le maintien de l'homéostasie et donc de confirmer, conforter ce système d'immunoprivilège de l'intestin. Alors, on a souvent tendance, et ça c'est encore une fois un domaine qui va probablement se développer largement au-delà du concept de l'intestin, de considérer tout ça sous un angle strictement immunitaire. Il y a eu un très joli papier, je ne sais plus si c'est en 2004 ou 2005, du groupe de Ruslan Metsitov, qui est, je vous en ai parlé, je pense, le premier présentation, qui était le collaborateur de Charlie Janway, qui a découvert les toll-like récepteurs. Donc, ce qu'a montré dans ce papier le groupe de Ruslan, en fait, c'est que si vous cassez
la voie de signalisation ici engagée par les toll-like récepteurs, en particulier si vous prenez une souris qui a une mutation qui est, comme on dit, KO, dans le gène MID88, qui est un adaptateur qui transduit le signal entre le domaine cytoplasmique d'un certain nombre de tolls, en particulier de toll 2 à toll 4, vers la voie de signalisation qui amène à l'activation de NF-κB et à la mise en place de la transcription des gènes, en particulier pro-inflammatoires, en réponse aux microbes. Ce qu'on voit, c'est qu'au-delà de ces aspects, disons, d'inflammation ou de non-inflammation, on a aussi une rupture de l'homéostasie de l'épithélium. On voit là que, par exemple, l'épithélium souffre en regardant, par exemple, les mitoses. Et on voit qu'en fait, chez ces souris MID88, knockout, on a une prolifération de l'épithélium intestinal beaucoup plus importante, liée en fait à une rupture de cet équilibre qui est caractéristique de cette mutation et donc de l'incapacité de percevoir la flore microbienne du fait de la non-connexion entre les tolls et la voie NF-κB. Alors c'est devenu un petit peu plus compliqué maintenant dans l'interprétation parce qu'on voit de plus en plus que justement avec ce type de mutation qui empêche la mise en place d'une réponse inflammatoire correcte, la flore se modifie. Il y a des équilibres, encore une fois, qui sont liés aussi à la réponse de l'hôte et l'interprétation des datas est complexe. Néanmoins, on s'aperçoit qu'au-delà de la réponse immunitaire, ces systèmes de perception des micro-organismes impactent aussi sur vraiment la physiologie, le développement du tissu et en particulier sa réparation en cas d'exposition à des micro-organismes. Alors, juste pour vous dire un mot sur l'évolution, encore une fois, il y a eu un très très joli travail du groupe d'Andrew McPherson qui a été publié l'année dernière dans Science, qui montre quelque chose de très intéressant. En fait, on est vraiment en permanence dans un système d'équilibre et malheureusement parfois en maladie de rupture d'équilibre, en particulier dans ces situations. C'est-à-dire, en fait, il existe vraiment un continuum que les auteurs appellent flexible entre les fonctions immunitaires innées, en particulier ce qui va amener à la réponse inflammatoire, et puis bien entendu les réponses spécifiques adaptatives dans le contrôle du microbiote commensal. Par exemple, des souris qui sont déficientes dans un élément critique de la réponse innée, comme MID88, dont je viens de vous parler, donc je ne rentre pas de nouveau dans les détails, ou déficientes dans des mécanismes anti-infectieux importants, comme ce qu'on appelle le burst oxydatif, c'est-à-dire la capacité par les cellules phagocytaires, comme les polynucléaires neutrophiles, les macrophages, de fabriquer des radicaux oxygènes qui vont être bactéricides, qui vont se débarrasser des micro-organismes. On peut obtenir des situations comme ça, soit avec des souris KO dans un certain nombre de gènes importants, comme la NADPH oxydase, ou simplement en les traitant par un anti-inflammatoire non stéroïdien, dont une des fonctions est de bloquer la fabrication de ces radicaux, en particulier sur peroxyde. Ce qui est très intéressant, c'est que ces animaux, dans une situation comme dans l'autre, ont des titres d'anticorps antimicrobiens contre la flore intestinale, en fait, beaucoup plus élevés que les animaux qu'on appelle wild type, c'est-à-dire ceux qui n'auraient pas eu de mutation ou ceux qui ne seraient pas traités par ces anti-inflammatoires non stéroïdiens. Ce qui veut dire qu'on vit vraiment dans une situation d'équilibre. Si les micro-organismes sont contrôlés correctement par un système fonctionnel, en particulier pour la reconnaissance par les tolls, la plupart des micro-organismes commensaux vont faire un périple qui est finalement relativement court. On y reviendra la semaine prochaine. C'est-à-dire qu'ils vont passer éventuellement les barrières épithéliales ou la plaque de Peyer, ils vont aller dans les ganglions mésentériques, c'est-à-dire les ganglions associés à l'intestin, et puis ils vont s'arrêter là. C'est la fin du périple. Il y a des mécanismes bactéricides extrêmement puissants, et la réponse finalement va être une réponse à ces microbes essentiellement muqueuses. C'est-à-dire que les anticorps qui vont être faits sont des IgA, qui sont des anticorps intestinaux en particulier, qui vont rester dans cet environnement intestinal. Par contre, s'il y a une brèche dans ce système de reconnaissance, on retrouve à la périphérie des anticorps en titre beaucoup plus élevé contre ces micro-organismes de la flore intestinale, ce qui veut dire que ces micro-organismes ont été vus par le système immunitaire systémique. Ce qui veut dire que
cette absence de réponse correcte à cette flore intestinale va amener très largement, même si elle est encore relativement contrôlée par des systèmes adjacents un peu redondants, à ce qu'on appelle une translocation microbienne, c'est-à-dire que les microbes vont dépasser leur finalement, impasse habituelle qui est, comme je le disais tout à l'heure, le ganglion mésentérique, partir dans la circulation et donner lieu à une réponse systémique, en particulier au niveau de la rate, qui va faire qu'on va retrouver des titres très très élevés d'anticorps contre cette flore microbienne. Donc on est vraiment dans une espèce de dualité permanente, de flexibilité, où finalement on s'aperçoit que le maintien du mutualisme est vraiment une construction physiologique très très importante qui permet de contenir cette flore dans un volume, dans un compartiment relativement limité. Quand l'absence de capacité de maintien de cette flore dans un compartiment limité, les bactéries vont essaimer dans l'hôte. En est témoin, bien entendu, le titre d'anticorps très très élevé, et on peut imaginer, bien entendu, que tout ça, ça risque de ne pas être très très bon sur le long terme pour la santé. Et il est probable, et Jean-Pierre Hugo y reviendra sans doute, qu'une bonne partie des mécanismes impliqués dans l'inflammation intestinale, par exemple, sont liés justement à des ruptures d'équilibre, et on en reparlera pour en particulier les molécules NOD. Donc, je pense qu'il n'est pas indispensable de revenir en détail sur l'ensemble de ces notions que j'avais réécrites ici. Encore une fois, la leçon sera sur le site internet, c'est plus pour que vous ayez des éléments et des références bibliographiques auxquelles vous puissiez vous reporter, et la plupart ont des références de moins de 5 ans. Donc l'idée finalement, c'est qu'on est en équilibre avec un milieu extérieur, avec un environnement qui nous amène des aliments, donc possiblement des antigènes, jusqu'à ce que la réduction des nutriments en acides aminés ou en sucre simple fasse perdre finalement largement cette capacité antigénique, mais néanmoins, dans un premier temps, on est en contact avec des antigènes alimentaires. On a bien entendu le microbiote commensal, la masse d'antigènes divers dont je vous ai parlé, et on a ce concept d'immunoprivilège intestinal qui est soutenu par un effet mécanique, la barrière épithéliale intestinale, appuyée bien entendu par le recrutement de cellules phagocytaires qui permettent de contrôler en permanence toute tentative finalement d'irruption des micro-organismes, et en plus bien entendu un système sur lequel on reviendra en particulier la semaine prochaine de tolérogénèse active avec la participation de ce qu'on appelle les APC, c'est-à-dire les cellules présentatrices, en particulier les cellules dendritiques tolérogènes, et une nouvelle famille émergente, passionnante de lymphocytes T, dont on parlera aussi, qui s'appelle les lymphocytes T régulateurs. Et à tout niveau de cette boucle, finalement, d'établissement de ce processus de tolérance, que ce soit aux antigènes alimentaires, ce qu'on appelle plus globalement la tolérance orale, ou que ce soit au niveau du microbiome ou du microbiote, ce qu'on appelle le maintien de l'homéostasie intestinale, on peut avoir des ruptures, des dérégulations qui vont se payer au prix d'une inflammation au sens très large, c'est-à-dire soit d'une allergie alimentaire avec la présence de ce qu'on appelle des lymphocytes de type Th2 et de cytokines très particulières à cette famille de lymphocytes Th2 qu'on appelle l'IL4 et l'IL13 par exemple, qui va amener à la prolifération de lymphocytes B et en particulier à la production par ces lymphocytes B d'anticorps qu'on appelle des IgE, dont vous savez très bien qu'elles sont liées à l'allergie. Et puis on va avoir du côté de la tolérance au microbiome des ruptures possibles avec des maladies, et encore une fois j'introduis un petit peu ici la présentation que vous fera Jean-Pierre Hugo, des pathologies comme la rectocolite hémorragique, marquée plutôt par une réponse d'ailleurs de type Th2 avec un peu les mêmes cytokines que dans l'allergie, et puis la maladie de Crohn avec ces fameux lymphocytes de type Th1 qui produisent de l'interféron gamma, des cellules produisant du TNF, et donc là, bien entendu, les conditions idéales pour une réponse inflammatoire très très violente. Alors, qu'est-ce qui cause ces dérégulations de l'homéostasie? C'est toute la question. Et c'est vraiment la question à 1 million d'euros, parce que réside dans la compréhension de ces phénomènes, en fait, énormément de choses, et en particulier le développement de méthodes de prophylaxie ou de méthodes de traitement efficaces de ces maladies. L'ennui, c'est que c'est probablement très complexe. On en reparlera, la génétique, l'environnement, éventuellement des agents infectieux, ça reste discuté,
mais tout ça sont des éléments qui peuvent rompre cette balance et amener à ces pathologies qui sont pour l'essentiel des pathologies de la rupture de tolérance. Alors, dans la dernière partie de ma présentation, je voudrais juste vous introduire un peu les choses sur le plan opérationnel. C'est-à-dire comment est-ce qu'on étudie ces systèmes, et on le fait de plus en plus au laboratoire. On est vraiment passé dans cette étude de cette homéostasie flore-hôte, d'une étape un peu de description, y compris chez l'homme, à une vraie étape analytique chez l'animal, éventuellement d'expérience comme la souris. Alors, qu'est-ce qui nous a permis de progresser? Je l'ai déjà mentionné un petit peu au début. Il y a quand même l'introduction, je dirais l'irruption massive du séquençage, qui permet d'avoir un coup de projecteur sur l'ensemble de la flore d'un micro-environnement, et en particulier pour ce qui nous concerne ici de la flore intestinale, et par des méthodes, encore une fois, moléculaires, d'arriver à classer, voire avec ce qu'on appelle des primers ou des amorces, par ce qu'on appelle la PCR quantitative, pouvoir à peu près quantifier le nombre d'ARN messagers codant pour tel ou tel élément de la bactérie. En règle générale, encore une fois, l'ARN CES est utilisé, et donc avoir une approche presque à la fois qualitative sur la nature des micro-organismes et quantitative sur la quantité de ces micro-organismes présents à un moment donné. Et c'est comme ça que sont établis finalement ces camemberts que je vous ai montrés tout à l'heure. C'est bien entendu pas par culture, puisque pour l'essentiel, ces micro-organismes sont incultivables. Donc tout ça permet finalement d'identifier, et ça permet bien entendu de faire un certain nombre d'expériences. On peut partir en particulier d'animaux qu'on appelle axéniques, c'est-à-dire sans micro-organismes contaminants, et les coloniser avec un, deux, plusieurs phyla, plusieurs espèces microbiennes, et commencer à se poser des questions. Et pour se poser des questions, on a aussi des outils d'identification des micro-organismes, des outils d'identification des tissus, des cellules, qui permettent de profiler, comme on dit maintenant, la réponse transcriptionnelle de ces tissus et de ces cellules en présence de tel ou tel micro-organisme ou de telle ou telle combinaison de micro-organismes. Et ça, à différents niveaux, bien entendu, dans l'intestin, y compris maintenant, on peut, je vous le montrais tout à l'heure pour une lumière de crypte, mais on peut microdisséquer sur une coupe histologique avec un système de laser des cellules bien précises, et sur ces cellules bien précises qu'on récupère, desquelles on extrait les acides nucléiques, faire des amplifications et titrer les messagers pour une cytokine ou pour une chimiokine. C'est-à-dire qu'on peut véritablement cartographier sur un tissu en présence de ces micro-organismes ou de pathogènes la nature et la réponse des cellules à ce type de micro-organismes. Donc vous voyez, la résolution des méthodes et des techniques permet vraiment maintenant d'être assez, je dirais, ambitieux dans les questions qu'on essaye de poser. Alors je vous ai parlé de fiches déjà, c'est tout simple, hein, il suffit de combiner à l'hybridation moléculaire avec une sonde un fluorochrome, qui peut être toute molécule qui va fluorescer une longueur d'onde donnée sous le microscope. Et vous voyez ici, par exemple, sur cette préparation, la flore microbienne en général qui est identifiée par le bleu, c'est le DAPI, en fait c'est un marqueur générique des acides nucléiques, donc tout ce qui est bleu correspond à un micro-organisme. Mais vous voyez que par cette hybridation de sondes fluorescentes, au sein de ces micro-organismes ici, vous en avez certains qui fluorescent, et c'est ceux-là qui correspondent à la sonde caractéristique de l'espèce qui a été utilisée. Donc on arrive non seulement à identifier les présences des micro-organismes, mais on arrive, bien entendu, par microscopie à les localiser par rapport à la surface muqueuse et à savoir si ce type de micro-organisme est plutôt dans la lumière, plutôt dans la crypte, plutôt à un niveau ou à un autre. Donc on arrive, comme je le disais, progressivement à véritablement cartographier ces écosystèmes et à pouvoir associer finalement certaines espèces bactériennes à des zones plus qu'à d'autres. On sait par exemple maintenant dans l'intestin de la souris qu'on a un gradient croissant d'un certain nombre d'espèces bactériennes en allant de l'intestin grêle vers le côlon. Puis on a des zones très bizarres, par exemple dans le cécom, qui hébergent certaines espèces comme Helicobacter. C'est pas Helicobacter pylori qui donne l'inflammation gastrique chez l'homme, c'est une variété, une espèce d'Helicobacter chez la souris qui s'appelle Helicobacter hepaticus. Et puis on a des bactéries très très bizarres, en particulier dans la portion initiale de l'intestin grêle,
qu'on appelle, du terme anglais, de Segmented Filamentous Bacteria, donc ça s'appelle SFM ou Segmentus Filamentous Microorganisms. Vous voyez, ce sont des bactéries, ici c'est la surface de l'épithélium, qui sont quasiment enchâssées dans la cellule épithéliale et qui forment des espèces de fragments. Enfin, c'est segmentaire parce que la bactérie ne se divise pas, donc elle finit par faire une espèce de long filament qui est enchâssé dans l'intestin et qui avait toujours intéressé un peu les auteurs qui s'étaient finalement penchés sur ce type de choses. Donc, ce que je veux dire là, vous lisez, vous ne lisez pas, c'est pas grave, je vais vous l'expliquer, c'est la notion que de plus en plus, grâce à la résolution des outils moléculaires et cellulaires dont on dispose, on peut commencer à poser des questions, encore une fois, sociétales. C'est-à-dire, est-ce que certaines espèces bactériennes ont un rôle particulier dans cette homéostasie générale, dans ces problèmes d'équilibre? Est-ce qu'il y a des délinquants? Est-ce qu'il y a des gentils? Est-ce qu'il y a des méchants? Et finalement, quel type de pression ou quel type de contrôle de la pression certaines espèces bactériennes mettent par rapport à d'autres? Et on a encore très très peu d'exemples extrêmement bien définis de tout cela, mais on commence à en avoir un, je dirais même deux, et je vous les ai pris là en exemple car ils sont vraiment opposés. Cette fameuse bactérie Segmentus ou Segmented Filamentous Bacteria, qui est malheureusement, c'est un clostridium, qui est incultivable à l'heure actuelle dans des conditions in vitro, vient d'être montré en fait dans deux très très jolis papiers, l'un du groupe de Nadine Serf à l'INSERM, l'hôpital Necker dans Immunity, et l'un du groupe d'un groupe à New York, Dan Littman. Ce que ces auteurs viennent de montrer, c'est qu'en fait cette bactérie est typiquement une bactérie qui induit, lorsqu'on lui fait coloniser un intestin, par exemple chez une souris initialement axénique, sans micro-organismes, des cellules lymphocytaires de type Th1 ou Th17, c'est-à-dire typiquement des lignages lymphocytaires qui sont pro-inflammatoires. Et donc ces animaux produisent effectivement de l'IL-17 et de l'IL-22. Il était connu qu'en fait ces bactéries, dans des travaux antérieurs, étaient une espèce qui très fortement stimulait la production d'IgA, ce qui montrait déjà qu'elles étaient capables de mettre une pression non négligeable sur le système immunitaire. Donc SFB stimule un profil d'expression muqueux pro-inflammatoire et anti-infectieux, c'est-à-dire que si, comme on dit maintenant, on superinfecte cet animal qui est colonisé par cette bactérie SFB par un pathogène de la souris intestinale qui s'appelle Citrobacter rhodanthium, la souris est protégée grâce au maintien de cette inflammation relativement contrôlée contre la superinfection par ce micro-organisme. Donc on a là l'exemple, parmi cette flore extrêmement complexe qui colonise l'intestin, d'une espèce bactérienne qui met la pression, comme on dit vulgairement, qui va vraiment être reconnue par le système immunitaire et enclencher une réponse inflammatoire. Alors, il est bien évident que ce serait mauvais pour la santé que cette bactérie soit prédominante, et donc elle se perd probablement dans une certaine mesure au sein de l'ensemble de cette flore dont d'autres micro-organismes vont avoir des effets antagonistes. Mais encore une fois, ce que je disais dans la diapositive précédente, c'est qu'il faut voir de plus en plus cette diversité et complexité de la flore comme une série de vecteurs finalement qui vont dans des directions opposées. Ce qu'on voit nous à l'arrivée, c'est la résultante de l'ensemble de ces vecteurs et ce n'est pas l'activité spécifique, individuelle de chacun de ces micro-organismes, sachant néanmoins que cette résultante, elle est quand même, bien sûr, à la base issue de phénomènes extrêmement complexes. À l'opposé de SFB, on a une bactérie qui s'appelle Bacteroides fragilis, qui est, comme son nom l'indique, un bactéroïde, c'est-à-dire un gram-négatif anaérobie, qui est une bactérie, comme vous le voyez ici en culture, extrêmement visqueuse, en tout cas pour la surface de la colonie. Et en fait, cette viscosité correspond à la présence d'une capsule polyosidique que vous voyez ici, caractéristique autour du corps bactérien. Et ce qui a été montré déjà depuis pas mal de temps par les analyses biochimiques, c'est que cette capsule polyosidique de Bacteroides fragilis, correspond à ce qu'on appelle des sucres complexes, des polyosides zwitterioniques, c'est-à-dire bipolaires, avec
à chaque extrémité une charge très positive et une charge très négative. Et il s'avère que ce type de sucre zwitterionique, dont le mode de présentation est encore mal connu, mais je vous en reparlerai la semaine prochaine, ont une tendance tout à fait efficace à induire le processus de tolérogénèse immunitaire et à diminuer la réponse inflammatoire. Vous regardez simplement le bas de cette diapositive pour ne pas rentrer dans les détails expérimentaux. Vous avez ici un modèle où la souris a été monocontaminée par cette bactérie qu'on appelait tout à l'heure Helicobacter hepaticus, qui donne une inflammation intestinale. Vous voyez l'inflammation intestinale, l'infiltrat cellulaire et l'épaississement. Il suffit de regarder l'épaississement de la muqueuse. Et vous avez ici la même expérience dans laquelle la souris a été ensuite, ou préalablement, d'ailleurs c'est étonnant parce que ça marche dans les deux sens, ça marche en prévention, ça marche en cure, colonisée par cette souche de Bacteroides fragilis. Et vous voyez finalement que la réponse inflammatoire est quasiment nulle, c'est-à-dire que cette bactérie annule totalement l'inflammation causée par Helicobacter hepaticus. Et de façon très intéressante, la capsule seule est capable de le faire, ou un mutant bactérien de Bacteroides ne produisant pas la capsule perd totalement cette activité. Donc vous voyez qu'on rentre dans une étape où on a à la fois la capacité d'identifier des micro-organismes qui ont des fonctions particulières dans ce phénomène global d'homéostasie, mais en même temps d'identifier les effecteurs, ce qu'on appelle les effecteurs de ces micro-organismes dont ce phénomène. Donc on est de plus en plus dans une logique, et peut-être Jean-Pierre y reviendra, c'est parfois, vous savez, on flirte parfois dans ces conceptions avec des choses un petit peu commerciales et pas toujours très, très scientifiques, néanmoins. Et que les industriels, par exemple, de l'alimentation aiment bien utiliser, dire il y a des bons microbes, il y a des mauvais microbes, tout ça, ça commence à la fois à agacer, et puis en même temps, il y a sûrement du vrai derrière, et il faut simplement y mettre de la science pour comprendre ce qui se passe. Ce qu'on pense de plus en plus, c'est que nos micro-organismes commençons, on a probablement une majorité de micro-organismes qui sont finalement peut-être relativement neutres, et puis des minorités plutôt agissantes, dans le bon sens et dans le mauvais sens, mais au fond, ça ne veut plus rien dire, parce que mettre un peu d'inflammation, ça permet de protéger, et empêcher l'inflammation, ça empêche les dégâts tissulaires. Donc c'est un juste équilibre. Donc on va avoir probablement, au milieu de tous ces commensaux, des micro-organismes qui sont probablement plutôt un peu axés sur la symbiose et donc une bonne tolérance. Et puis ce qu'on appelle maintenant, en face de ces symbiontes, des pathobiontes. SFB en est un exemple typique. Ce serait celui qui met la pression sur le système. Et pour les symbiontes, Bacteroides fragilis sera un exemple typique de bactéries qui contrôlent et qui régulent négativement. Donc cet équilibre, il est ce qu'il est. Il est devenu ce qu'il est parce que c'est la coévolution, parce que l'hôte y trouve son compte, les flores microbiennes y trouvent leur compte aussi. On est dans une situation d'homéostasie. Par contre, on peut imaginer très très bien que la balance se déséquilibre et que sans pour autant avoir besoin de pathogènes, en fait, on ait des situations d'augmentation de ces pathobiontes, c'est-à-dire ces microbes de la flore un petit peu plus agressifs que d'autres, aux dépens éventuellement de ces symbiontes, et que l'ensemble se déséquilibre, et qu'on ait ces fameux phénomènes de dysbiose qui pourraient, tels qu'on les voit à l'heure actuelle, expliquer un certain nombre de pathologies sur le court terme comme des inflammations aiguës de l'intestin, ou sur le plus long terme comme le cancer, parce qu'on a dans ces situations d'inflammation chronique finalement les conditions rêvées pour amener à des signaux qui vont entraîner, avec d'autres facteurs bien entendu sans doute, la possibilité de développement de cancer. Donc c'est vraiment des choses qui, à l'heure actuelle, sont en train de se structurer, de se théoriser scientifiquement, et c'est grâce à des travaux tels que je vous ai montrés antérieurement qu'on va pouvoir commencer à avoir une vision un petit peu plus précise des choses. Alors tout ça va très bien dans un concept dont je vous parle, même s'il est un petit peu, susceptible de générer des controverses. C'est la notion de théorie hygiéniste. La notion de théorie hygiéniste, elle est fondée, et je crois que Jean-François Bach l'avait mentionné déjà en 2002 dans une figure qui est reproduite
à l'envi du New England Journal of Medicine, où il montrait finalement, il opposait, sur une grille de temps identique, la diminution considérable des maladies infectieuses, liées bien entendu à la vaccination. Vous avez là la rougeole, les oreillons, la tuberculose, l'hépatite A et ainsi de suite. Et puis, dans une courbe ou dans une série de courbes totalement opposées, l'apparition de nouvelles maladies, ou plus grande fréquence ou plus grande incidence de nouvelles maladies, l'asthme, le diabète de type 1, la sclérose en plaques, la maladie de Crohn et ainsi de suite. Et une vraie croissance tout à fait spectaculaire, en particulier dans les sociétés industrialisées, comme les nôtres. Je vous rappelle qu'en Suède, à l'heure actuelle, qui est le top du top de l'hygiène, bien entendu, quasiment un tiers des enfants qui naissent vont devenir des enfants allergiques. Donc on est dans une pathologie qui est en train de se développer et l'asthme en est un des marqueurs particuliers. Donc il y a une théorie qui s'appelle la théorie hygiéniste, qui vaut ce qu'elle vaut, qui essaye de mettre un peu de lien et de compréhension dans tout ça, qui tend à postuler que finalement l'utilisation des antibiotiques, et ça ne fait après tout que 2 générations qu'on dispose et qu'on utilise largement des antibiotiques, des antiparasitaires, ça fait que 2 générations qu'on nettoie les enfants régulièrement dès la naissance, dès l'apparition d'helminthes, de tous ces parasites. Quand vous allez dans les pays en voie de développement, vous voyez bien que les gosses sont en permanence ennuyés par des problèmes de parasites, en particulier intestinaux. Les environnements domestiques, dont le niveau d'hygiène s'est considérablement amélioré, l'alimentation, dont les standards en termes de microbiologie sont totalement contrôlés, tout ça fait finalement qu'on est peut-être dans une situation où on a induit malgré tout, avec tous les bienfaits de l'hygiène, un certain nombre de déséquilibres et que notre système immunitaire qui s'était forgé finalement depuis la nuit des temps dans finalement interaction permanente avec des agents pathogènes, avec des infections chroniques par des parasites, se trouve d'un seul coup démuni de cette espèce de pression que mettaient ces agents infectieux sur l'organisme. Et notre système immunitaire va finalement réagir de façon naïve à l'introduction ou à la présence ou à l'augmentation de micro-organismes qui naturellement ne sont pas véritablement méchants, mais qui ont un certain degré d'induction, comme par exemple, je vous montrais ce SFB tout à l'heure, ces pathobiontes qui pourraient éventuellement jouer un rôle dans la survenue de ces situations. Alors, on peut élargir bien sûr le concept. Mais on est quand même dans une situation où il est clair qu'en 1 ou 2 générations, l'espèce humaine a complètement changé de mode de vie, l'hygiène a pris le dessus et bien entendu, des conséquences, comme d'habitude, à tout déséquilibre sont à attendre. Et bon, peut-être Jean-Pierre nous en reparlera, Jean-Pierre Hugo, la maladie de Crohn semble faire un peu partie de ce genre de concept. Donc, je pense que je vais terminer là-dessus pour cette partie-là, pour laisser le temps de poser quelques questions. Simplement, c'était un peu un exposé introductif, si vous voulez. La semaine prochaine, je rentrerai un petit peu plus dans les mécanismes, et puis vous aurez encore une fois ces données que vous apportera Rémi Burcelin sur le rôle métabolique et les déséquilibres métaboliques qui peuvent être impliqués en présence des flores et de certaines variations des flores intestinales. Simplement pour dire que, et cette diapositive est loin d'être complète, bien entendu, mais elle résume un petit peu la situation. On est dans une situation, comme je le disais tout à l'heure, de veille armée. C'est-à-dire qu'on a un épithélium intestinal avec des structures associées, des molécules qui le protègent, le mucus, des peptides antimicrobiens, toute une arsenal finalement de protection, et on verra la semaine prochaine comment tout ça peut être éventuellement déséquilibré, rompu, qui va assurer un maintien à distance des micro-organismes. On a bien entendu aussi des mécanismes de réparation. La moindre lésion va donner lieu, on l'a dit tout à l'heure, à une réparation, à une prolifération cellulaire, une activation des cellules souches et ainsi de suite. Et tout ça va finalement se combiner pour assurer le maintien et donc l'intégrité de ces barrières muqueuses, en particulier de la muqueuse intestinale. Ce qui apparaît plus récemment et que j'ai essayé de
vous illustrer par un certain nombre d'exemples dans cette présentation, c'est vraiment le fait que ces micro-organismes de cette flore commensale sont partie prenante de tout ça. C'est eux qui mettent la pression, c'est eux qui sont sentis, et c'est eux qui, dans une certaine mesure, vont amener à l'orchestration permanente de ce système et à sa fluctuation du pôle de la tolérance vers le pôle de la réaction inflammatoire et du rejet en fonction de la perception du danger. Et à chaque fois, ce processus complexe va mettre en jeu une régulation de l'ensemble des éléments qui sont sur cette diapositive et bien entendu probablement d'autres. Et ça vous donne quelque part à la fois, bon c'est peut-être un peu naïf et de le dire comme ça, mais petite notion sur à la fois l'extraordinaire complexité et surtout adaptation de ces systèmes de contrôle des micro-organismes qui nous colonisent, mais ça vous donne en même temps aussi une idée extraordinaire de la fragilité de tout ça, c'est-à-dire que le moindre dysfonctionnement dans la sécrétion correcte de mucus, la moindre perte de capacité de production de telle ou telle famille de peptides antimicrobiens, la perte éventuelle de mécanismes de réparation, la perte de possibilité de reconnaissance des micro-organismes et de réponse par des signalisations et production de molécules adaptées, tout ça représente finalement des éléments générateurs de pathologie dont la nature peut être génétique, des mutations, peut être environnementale, des agents toxiques et peut être bien entendu microbienne, puisqu'on a vu qu'encore une fois, on a une espèce de continuum entre ces micro-organismes commensaux, symbiotiques et les mécanismes et les micro-organismes pathogènes. Donc j'espère que vous aurez retenu de ça au moins cette notion à la fois de formidable complexité et puis d'extraordinaire fragilité et le fait que ces ruptures d'équilibre peuvent amener bien entendu à des maladies. Et dans l'étude des maladies, je pense que Jean-Pierre Hugo vous donnera des exemples extrêmement frappants de justement ce qui peut arriver et quelles peuvent être à la fois les approches, en prenant en particulier l'exemple des maladies inflammatoires de l'intestin pour identifier les causes, y compris en particulier les causes génétiques, et puis bien entendu ce que ça peut donner en termes de pistes pour des approches soit préventives, soit thérapeutiques.